Bonsoir à tous. Eh bien, merci d'être venus si nombreux pour cette reprise de l'Université populaire. Je vous souhaite une bonne année au nom de toute l'équipe de l'Université populaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce deuxième cycle consacré au changement climatique. Donc, tout le long du mois de janvier, nous allons accueillir 4 intervenants. Le premier, c'est Gaël Derib, scientifique, donc expert en climatologie et également conférencier. Donc, il a piloté le premier plan climat de l'agglomération Grenoble en 2005. Il fait depuis quelques années des films. Donc ce soir, nous allons voir un extrait de son dernier film, Une planète et une civilisation. Donc il est parti à la rencontre de ceux qui vivent au jour le jour concrètement ce changement climatique sous les différents climats de la planète. Donc le film dure environ 50 minutes. Dans la deuxième partie, la deuxième heure, vous aurez l'occasion de poser vos questions, d'échanger. Pour les gens qui ne connaissent pas la salle, vous avez des petits micros à votre disposition. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Voilà. Sinon, vous avez... Gaël Derib est venu avec son dernier ouvrage. Nous aurions dû rester des singes. Et le DVD du film que nous allons voir ce soir. Donc vous pourrez vous le faire dédicacer, il n'y a pas de souci, après la conférence. Nous avons également mis à votre disposition une bibliographie à la sortie de la salle. Donc ce sont tous les ouvrages à disposition dans nos médiathèques. Bibliographie que vous pouvez également retrouver sur notre portail documentaire. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Bonsoir. Vous m'entendez pas? C'est juste. Juste, je parle encore plus fort. C'est ça où j'ai fait tâche. Faut s'approcher. Voilà, comme ça, là ça va mieux. Ah, aussi. Et bien merci d'être venus aussi nombreux. La salle est pleine pour le cycle sur le climat. Et merci d'être venu ce soir. Et merci à la CAPI d'organiser tout ça, parce que c'est toujours un gros travail de trouver les intervenants, faire la communication, etc. Donc, merci à tout le monde. Moi, simplement, on va voir un film ce soir qui va durer 50 minutes, mais juste avant de le lancer, j'aimerais peut-être me présenter. Je suis en voisin, en fait. Je viens de Grenoble, donc je suis pas très loin. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je travaille sur des règlements climatiques, plutôt sur des aspects scientifiques. Donc j'aime bien les chiffres, j'aime bien les données. Vous aussi, un petit peu? Non? Vous voulez pas que je vous parle de données, de chiffres? Un petit peu, pas trop. Pas trop. Vous avez de la chance parce que dans le film, il y a très peu de données, justement. Il y a quelques données qui proviennent de l'ONU, du GIEC, etc. Mais finalement, il y a assez peu de données. En tout cas, j'ai travaillé avec les instituts de recherche scientifique que vous connaissez, le CNRS, l'IRD, l'INRA, un petit peu sur les glaciers alpins, parce qu'il y a encore quelques glaciers dans les Alpes. Donc on monte dessus pour faire des bilans de masse et savoir comment ils évoluent. Mais j'ai surtout travaillé en Afrique de l'Ouest, dans des pays d'ailleurs où c'est assez compliqué d'aller faire de la science aujourd'hui, et l'IRD s'est retiré un peu de ces pays. Il y a pratiquement plus d'expatriés, le Niger, le Mali, le Burkina. À l'époque, c'est un projet continu, c'est pour étudier la mousson ouest-africaine, donc pour comprendre simplement ce qui se passe par rapport à cette mousson en Afrique de l'Ouest, et essayer forcément de la prédire pour alerter les paysans quand est-ce qu'il faut planter, etc. Donc ça, c'est un gros projet, donc j'ai travaillé plusieurs années dessus, j'ai travaillé avec l'INRA, avec les satellites, beaucoup de choses au niveau scientifique. Et puis derrière, j'ai vécu une expérience assez forte sur le plan climat de l'agglomération de Grenoble. Je vous dis ça parce que ça peut susciter des questions ce soir. Vous savez qu'il y a des plans climat en France qui sont obligés, d'ailleurs dans le cadre du Grenelle 2, et la plupart des communes, communautés de communes, agglomérations ont un plan climat, et au sein de la CAPI, vous avez aussi un plan climat. Et le premier en France qui a été lancé à l'échelle d'une agglomération, c'était Grenoble. C'était l'agglomération de Grenoble, donc c'est 26 communes, 400 000 habitants, et c'était en 2005.
Donc ça fait déjà 10 ans qu'on a lancé ce premier plan climat, et aujourd'hui il y a plus de 600 plans climat en France. Donc ça c'est quelque chose d'assez positif. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un plan climat? Un plan climat, il y a plein d'objectifs dans ces plans climat, mais j'allais dire le principal, les deux principaux, c'est de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, parce que le dérèglement climatique il est parti, et donc il faut réduire, non pas en 2050 ou 2100, mais maintenant. C'est maintenant qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et le deuxième point, c'est qu'il faut aussi s'adapter. Que quoi qu'on fasse aujourd'hui, on va vers un dérèglement climatique majeur. On l'observe, vous l'observez en ce moment, je pense que tout le monde l'observe. Hein. C'était assez abstrait il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on est en plein dans le changement climatique. On a connu un hiver voilà, qui n'a même pas commencé. Moi, autour de chez moi, j'habite au Sapé, les stations de ski, heureusement qu'il y a neigé il y a quelques jours, sinon ma fille par exemple qui va faire du ski samedi, elle va pas faire du ski, c'est vraiment assez rare ce qui se passe aujourd'hui, et donc on est en plein dans le changement climatique. Donc c'est vrai pour l'Éthiopie, le Bangladesh, tous les pays que vous allez voir, hein, les 4 personnes que vous avez rencontrées, mais c'est aussi vrai pour nous en France, et personne n'est minimisé à l'échelle de la planète en fait. Qu'on soit en plein cœur du Pacifique, qu'on soit en Arctique ou qu'on soit à l'île d'Abo, on est tous sur le même bateau et on subit tous le changement climatique à des degrés divers. Forcément, vous allez rencontrer quelqu'un qui est en Éthiopie qui a du mal à manger, pour lui c'est direct. Le changement climatique, s'il pleut, il arrive à vivre ou à survivre. S'il ne pleut pas, il meurt. C'est simple. Pour nous, c'est un petit peu... voilà. On est un petit peu hors sol dans nos pays, hein. On a des douches, on mange à notre faim, voilà. Pour nous c'est un petit peu plus loin, mais ça va aussi impacter justement l'économie du ski, mais toute notre agriculture, notre façon de vivre, tout simplement parce qu'au rythme actuel, ça c'est un point important, c'est-à-dire si on ne fait rien aujourd'hui pour lutter face au dérèglement climatique, on part sur un dérèglement climatique. Je parle beaucoup de dérèglement climatique parce qu'il y a le réchauffement, la hausse des températures, et il y a aussi une modification des précipitations, des cyclones, de l'océan, etc. Tout est impacté. Mais si on ne fait rien, aujourd'hui, on part sur un réchauffement de plus 5 degrés d'ici la fin du siècle. D'ici la fin du siècle, c'est tout de suite. Hein. Dans 50, 80 ans, c'est tout de suite. Plus 5 degrés. Alors vous, ça ne vous parle pas forcément, moi non plus, 5 degrés. Mais plus 5 degrés par rapport à aujourd'hui, ça ferait 15 millions d'années qu'on n'aurait pas vu une telle température. Plus 5 degrés. Et l'objectif de tout le monde, c'est d'essayer de limiter le réchauffement et derrière tout le dérèglement climatique à 2 degrés, de ne pas dépasser 2 degrés. Parce que 2 degrés, c'est déjà beaucoup. Hein. Si on est à 3, 4, 5 degrés, c'est colossal. Et d'ailleurs, quand on se projette par exemple dans un climat plus 5 degrés, souvent on me dit dans les conférences, mais en fait ça ne va pas changer grand-chose, notre climat dehors, 3-4 degrés, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, le climat de Paris, dans ce contexte-là, sera équivalent à ce qu'on rencontre aujourd'hui en Espagne. Et ça veut dire que pour nous, en Isère, l'île d'Abo, Grenoble, ça va être le sud de l'Espagne. Et donc pour le sud de l'Espagne, ça va être un climat qu'on rencontre au Maghreb. Et pour le Maghreb, ça va être un climat qu'on rencontre dans le sud du Maghreb, c'est-à-dire dans le désert. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas simplement on va mettre un pull ou pas, c'est un changement majeur de notre climat. Et il faut essayer de ne pas dépasser 2 degrés parce que c'est déjà énorme. Et surtout, au-delà d'un certain seuil qu'on ne maîtrise pas, hein, qu'on ne connaît pas, il y a une certaine irréversibilité des phénomènes. C'est les scientifiques qui nous disent attention, il ne faut pas aller trop haut, parce que si on va trop haut, derrière quoi qu'on fasse, il y a des, on l'abordera tout à l'heure à travers des rétroactions qui sont positives, mais pas positives pour le climat, parce que justement ça emballe, ça entraîne le changement climatique, ça amplifie le changement climatique. Au-delà d'un certain seuil, ça accélère tout seul, quand bien même on serait exemplaire. Et les scientifiques nous disent que c'est aux alentours des 2 degrés. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas dépasser cette barrière des 2 degrés. Et d'ailleurs, on pourra l'aborder au niveau de la COP21. La COP21, l'objectif de la COP21 et ce qui est dans l'accord de la COP21, c'est on doit être bien en dessous, nettement en dessous des 2 degrés. Nettement en dessous des 2 degrés et poursuivre nos actions pour tendre le plus possible vers les 1,5 degré. Plus 1,5 degré.
Alors ça, c'était les objectifs. Maintenant, je vais vous donner la réalité. Parce que souvent, on me dit, mais Gaël, vous êtes plutôt optimiste, pessimiste. Moi, je suis très, très pessimiste. Aujourd'hui, au cours du XXe siècle, le réchauffement a déjà été mesuré de 0,85 degrés. 8 petites dixièmes de degrés. Donc ça veut dire tout ce qu'on observe et tout ce que vous allez voir à travers le film, c'est pour 8 petits dixièmes de degrés. Aujourd'hui, en 2015, on va être sur du plus 1 degré déjà. Donc ça veut dire qu'on a déjà fait la moitié du chemin. Et pour atteindre ces 2 degrés, il faut qu'on divise par 3 nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, je veux dire, au niveau mondial. Divisé par 3 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, dans 35 ans, divisé par 3, et qu'on soit neutre en carbone, 0 carbone, à la fin du siècle, 2100. 0 carbone, ça veut dire 0 carbone dans la mobilité. Moi, je suis venu en voiture, bon, 0 carbone dans la mobilité, 0 carbone dans l'éclairage, 0 carbone dans l'alimentation, 0 carbone dans l'habitat. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement en changeant une ampoule qu'on va arriver à faire 0 carbone. Donc c'est un monde totalement différent qui nous attend. Et on n'a pas le choix. Donc voilà un peu l'idée de ce soir. Je ne vous ai pas trop plombé là, ça va. Vous restez quand même. Mais il faut dire les choses. C'est important de dire les choses. Donc suite à ça, suite à ce constat, moi je suis scientifique, je lis des rapports, j'ai ces chiffres, et je voulais connaître la réalité du terrain, aller sur le terrain. Ça veut dire que je pense qu'on est beaucoup à parler du changement climatique et assez peu, notamment à tous ceux qui étaient au niveau de la COP21, il y avait 40 000 personnes qui étaient invitées au niveau de la COP21, il y a très peu de personnes qui connaissent de l'intérieur ce que c'est que le changement climatique. Et très modestement, j'avais envie, moi, de le rencontrer. Pendant toute la COP21 et bien avant, j'ai fait une tournée pendant 3 mois. On était tous très fatigués, tous ceux qui travaillent sur le changement climatique. J'ai jamais autant vu l'ours polaire que des 3 derniers mois. J'en ai vu partout, à Paris, dans le métro, on m'a invité partout, les panneaux l'ours polaire. Mais le destin de l'ours polaire, il est déjà acté. Je pense que vous le savez. Le destin de la banquise, de toute façon, il est acté. La banquise arctique dans l'hémisphère nord. Là aussi, on bat des records en permanence. Au rythme actuel, la banquise arctique, au cours de l'été, donc plutôt à la fin de l'été, début septembre, mi-septembre, lorsqu'on a un minimum de cette banquise, on sait qu'au rythme actuel, elle n'existera plus entre 2060 et 2080. Peu importe les chiffres, mais on sait que d'ici la fin du siècle, il n'y aura plus de banquise en Arctique en été. Ça veut dire que le destin de la banquise est déjà acté. C'est-à-dire que le destin de l'ours polaire, qui est un animal emblématique pour le changement climatique, mais qui est qu'un animal finalement, sur une toute petite planète Terre, le destin de l'ours polaire il est déjà acté. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'ours polaire à très court terme. Et ça veut dire que derrière ce petit animal, quand bien même emblématique, se joue tout simplement le destin de l'humanité. Et à travers le film que vous allez voir, je voulais sortir un peu de ces clichés, j'allais dire écologiques, environnementaux, où souvent quand on parle du changement climatique, on parle de la planète, on parle de l'ours polaire. Mais moi, l'ours polaire, je m'en fiche clairement de l'ours polaire. D'accord. Mais c'est comment on va vivre à 7 milliards, on est 7 milliards aujourd'hui, on va être plus de 9 milliards en 2050, 11 milliards en 2100, comment on va vivre à 11 milliards sur cette petite planète, avec des problèmes de changement climatique, mais qui impactent justement tout le système alimentaire, l'agriculture et l'eau potable, et tout ce qu'il y a derrière et tout ce que vous allez voir. C'est la véritable question qui se cache derrière ce changement climatique. Et donc, là, on est vraiment sur l'humain, en fait. D'accord. C'est pas simplement l'ours polaire, c'est les besoins fondamentaux des hommes. L'agriculture, l'alimentation et l'eau potable. Et là, vous allez le voir, moi j'ai rencontré 6 personnes à l'échelle de la planète. Vous allez en voir 4, vous allez rencontrer 4 ce soir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le film dure 1h20, donc là on va avoir une version un peu plus courte de 55 minutes, donc on va voyager, ça va être fabuleux, vous allez rencontrer 4 personnes à l'échelle de la planète, sous les 4 principaux climats. Vous allez rencontrer Jenny, qui se situe en Arctique. D'ailleurs en ce moment, là on est début janvier, en Arctique il fait moins 50 degrés dans le village où je suis allé, ça s'appelle Kimirut, moins 50 degrés, il fait à peu près 4 heures de jour de pénombre.
sur 24 heures. Moi j'y suis allé, c'était au mois d'avril, il faisait assez chaud pour la saison, il faisait moins 20 degrés. Donc Jenny, elle avait plutôt chaud, hein. D'habitude il fait beaucoup plus froid. Donc vous allez rencontrer la banquise arctique et la vie de Jenny dans ce petit village inuit, dans le nord du Canada. Vous allez rencontrer également Satou, qui vit dans le sud de l'Éthiopie, près de la frontière kenyane. Il a 5 enfants, il a une femme, il a une particularité très forte, Satou, vous allez le découvrir, comme à peu près 1 milliard de personnes à l'échelle de la planète, c'est qu'il ne mange pas à sa faim. Donc il a des problèmes alimentaires, il ne mange pas le matin, il ne mange pas à midi, il mange qu'une seule fois par jour, le soir. Et ça, c'est la réalité d'une personne sur 7 sur la planète. Et vous allez voir le changement climatique, ce que ça procure déjà dans le sud de l'Éthiopie. Vous allez rencontrer également Nipa, qui est une femme attachante, elle a 2 enfants, elle vit dans le sud du Bangladesh. Vous allez voir tout le schéma agricole est en train de se modifier dans le sud du Bangladesh, pour ces 8 petits dixièmes de degré. Et puis vous allez rencontrer également Karakawa. Alors, là, on va aller très très loin. On va aller sur l'archipel des Kiribati. Je ne sais pas si vous connaissez cet archipel. Quelqu'un connaît? Non, pas du tout. Moi non plus, je ne connaissais pas. Je ne savais pas du tout où ça se situe avant d'y être allé. C'est en plein cœur de l'océan Pacifique. C'est au large des îles Fidji. C'est à 2-3 heures de vol des îles Fidji, qui a elle-même une autre île, donc près de la Nouvelle-Calédonie, près de l'Australie. C'est un atoll. Vous allez rencontrer Karakawa qui vit sur cet atoll. Et là aussi, le destin de l'atoll est déjà acté. Ça veut dire qu'au rythme actuel, on sait que le niveau des océans va augmenter entre 40 et 60 cm, dans le cas médian moyen, ce qui va arriver à minima, d'ici la fin du siècle. Et dans l'hypothèse haute, c'est 1 mètre. 1 mètre. Donc voilà, pour nous à l'Idabo, on est plutôt tranquille, sur Grenoble aussi. Pour Karakawa, à terme, il sera obligé de partir. Mais dès aujourd'hui, ça c'est le point important, c'est pas simplement l'élévation du niveau des océans qui va faire qu'à un certain moment il va devoir partir, parce que ça monte de 3 mm par an en moyenne sur la planète. On mesure aujourd'hui en moyenne 3 mm, et dans l'ouest du Pacifique, ça va un petit peu plus vite, entre 4 mm et 8 mm chaque année. Donc ça veut dire que tous les 2 ans, ça monte d'un centimètre. Ça, c'est la réalité actuelle, et ça modifie justement les ressources d'eau potable qu'il a sur cet atoll. Donc j'ai trop parlé, ça c'est sûr. Et ce qu'on peut faire, c'est que je fasse pas le film et je continue à parler. Ça vous va? Non, personne. C'est pas sympa, vous préférez voir le film. Donc je vais vous montrer le film qui est en partenariat, alors ça je le dis assez rarement, il est en partenariat avec 2 organismes que vous connaissez peut-être, pas forcément. C'est Oxfam. Vous connaissez Oxfam, l'association qui est un réseau d'associations de solidarité internationale qui travaille dans une centaine de pays à l'échelle de la planète. Ils m'ont appuyé notamment, là sur les pays que vous allez voir, ils m'ont appuyé en Éthiopie, au Bangladesh, pour tourner le film et rencontrer ces personnes. Et ils essaient de trouver des solutions justes et durables face aux problèmes de pauvreté, d'inégalité, d'injustice. Et le second partenaire, ça je pense que vous ne connaissez pas, c'est l'OMM. OMM, l'Organisation météorologique mondiale. En fait, c'est l'entité des Nations Unies qui fait autorité pour tout ce qui concerne le climat, et donc plus largement l'océan, l'atmosphère, etc. Voilà, déjà un petit peu d'informations. Et puis derrière le film, je vous promets, je ne parle plus, je vous laisse la main, et puis on pourra échanger ensemble. Toutes les questions, on pourra revenir sur la COP21 si vous voulez, sur le plan climat de Grenoble, sur ce que vous avez vu, sur l'aspect scientifique, sur les solutions, parce qu'il y a aussi des solutions. Tout n'est pas perdu, c'est pour ça qu'on se bat, parce que c'est une vraie bataille qui arrive sur le changement climatique. Et puis après les discussions, je pourrais, si vous le souhaitez, vous vendre et dédicacer le livre. Il s'appelle « Nous aurions dû rester des singes ». On a mis 3 petits points derrière quand même. On reste prudent. Il vaut 5 €, il fait 46 pages et c'est un livre assez incisif. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Stéphane Hessel. Indignez-vous, il y a 4 millions de personnes qui l'ont acheté, encore plus qui l'ont lu. C'est dans la même maison d'édition, c'est chez Indigène, et on a lu un livre assez fort, donc on ne repart pas sur l'aspect scientifique, mais on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et je vais plus loin que dans le film, et vous retrouvez aussi 2 autres personnes que j'ai rencontrées.
cette série que j'ai rencontrée au Népal, à quelques mètres d'altitude, avec un dérèglement climatique très fort. Au Népal, à ces altitudes-là, on pourrait y revenir derrière. Et j'ai rencontré également Donildo, au niveau du Brésil, sur le bassin amazonien, une modification très forte des précipitations aujourd'hui dans le cadre du dérèglement climatique. Et puis vous pourrez acheter le livre, le film aussi si vous voulez, il vaut 10 €, vous retrouvez toutes ces personnes. Voilà. Et un très bon film alors. C'est 50 minutes, je vous laisse avec ces 4 personnes et puis derrière on discute tous ensemble. Voilà, merci. J'espère que le film vous a plu. Personne s'est endormi. Maintenant la parole est à vous, on a jusqu'à 9h20, 9h30. Après on pourra aller casser les lignes. Voilà, la parole est à vous, il n'y a pas de souci. Si vous avez des remarques, des critiques sur la vie de ces personnes, sur ce que j'ai vécu, sur la COP21, sur l'aspect national, sur l'aspect scientifique, j'essaierai d'y répondre justement si j'ai une réponse. On parle de... Alors, je crois que vous pouvez appuyer sur le bouton et... Juste appuyer sur le bouton et Vous m'entendez? On parle de réchauffement climatique et de dérèglement. Alors je ne suis pas assez experte dans le domaine, mais le réchauffement climatique serait une issue, je dirais, normale, il y aurait un cycle normal, et que la Terre se réchauffe serait dans le bon déroulement des choses. Par contre, quand on parle de dérèglement, ce serait accélérer ce réchauffement. Est-ce que vous pouvez confirmer ces propos? Alors oui et non, ça veut dire que souvent on restreint la modification du climat. En fait, qu'est-ce que le climat déjà? Le climat, c'est une moyenne des composantes météorologiques, donc la température, également les précipitations, les cyclones, etc., montée des eaux, en moyenne sur une trentaine d'années. Donc ça veut dire on arrête toutes ces fluctuations, on regarde en moyenne sur 30 ans et on a voilà, plutôt ce que c'est que le climat. Et donc dans le climat, il y a du réchauffement, d'accord, donc de la température, mais il y a plein d'autres variables. Et là je pense que vous l'avez vu par exemple, quand on est en Éthiopie, il y a une hausse des températures, donc là on est sur un réchauffement qui n'est pas un réchauffement du climat, parce que le climat c'est la température et toutes les autres variables. Donc c'est simplement un réchauffement, une modification de toutes les composantes climatiques. La température, mais également les précipitations. Vous l'avez vu par exemple, il y a des sécheresses qui sont plus fortes et plus fréquentes. Donc ça c'est une des conséquences du dérèglement climatique ou du changement climatique. Souvent on emploie, donc il faut plutôt occulter le terme réchauffement climatique, parce que ça ne va pas ensemble. Il faut essayer d'occulter aussi le changement climatique, parce qu'il y a toujours eu des changements climatiques. Donc ça, c'est vrai ce que vous disiez. Et il y aura d'autres intervenants. Moi, je suis le premier maillon. Il y a 3 autres personnes qui vont venir. Donc il y aura d'autres scientifiques qui pourront en parler bien mieux que moi. Mais le changement climatique, derrière ce mot, il y a toujours eu des changements climatiques, en fait. Depuis que la planète existe, depuis plus de 4,5 milliards d'années, il y a toujours eu des changements climatiques. La planète a connu un climat plutôt chaud, très chaud, brûlant lorsqu'elle s'est formée. Parce qu'on trouve aujourd'hui, par exemple, sur une planète comme Vénus, il y a 95% de CO2, alors que nous, c'est un tout petit volume de CO2. Et puis on a eu des moments très froids, des ères froides, des ères glaciaires. Il y a, par exemple, lors du néo-protérozoïque, qui est une ère qui s'est déroulée il y a à peu près 800 millions d'années. 800 millions d'années, la Terre était complètement gelée. On appelle la planète igloo. Ça veut dire qu'il y avait même de la banquise en Éthiopie. C'était complètement gelé. Donc on a eu des ères très chaudes, beaucoup plus chaudes, la vie n'aurait pas pu exister, des ères beaucoup plus froides, où la vie a quand même réussi à perdurer.
Et même sur le dernier million d'années, il y a encore eu des fluctuations. Finalement, à toutes les échelles de temps et d'espace, il y a eu des modifications du climat. Si on prend par exemple le dernier million d'années qu'on connaît un petit peu mieux, parce qu'il y a des études qui ont été faites notamment par, je ne sais pas si vous avez vu le film sur Claude Lorius, La glace et le ciel, que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir, mais qui est formidable, qui raconte un petit peu la vie de Claude Lorius, qui a plus de 80 ans aujourd'hui, qui est un homme formidable, qui est un ami, qui allait manger chez lui il n'y a encore pas très longtemps, qui est un petit peu malade aujourd'hui, mais lui c'était le premier à aller en Antarctique, à faire des carottages glaciaires, et avec ces petits carottages, petits au début, et puis ils sont allés percer jusqu'à près de 3 km de profondeur, et à 3 km de profondeur, on retrouve de la glace qui est âgée, qui est très âgée, qui s'est formée il y a plus d'1 million d'années. Et ça veut dire que si on retrouve cette glace, on peut retrouver dans cette glace des petites bulles d'air qui sont formées, en fait, ces petites bulles d'air qui se sont fait emprisonner dans cette glace, justement il y a 1 million d'années. Donc si on analyse ces bulles d'air, sur toute la colonne, sur les 3 km, on a de l'air qui s'est formé il y a 100 000 ans, 200, etc., jusqu'à 1 million d'années. Et donc on arrive à voir sur 1 million d'années le changement climatique sur 1 million d'années, et on s'aperçoit qu'il y a des périodes chaudes, qui sont plutôt assez brèves, 15-20 000 ans, et puis des périodes froides, qui sont forcément plus froides, plus longues, plutôt 80 000 ans. Et la différence entre les deux, ça c'est un point important par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis, si on fait bien, on va sur les plus 5 degrés, et entre une période froide et une période chaude, c'est aussi plus 4 à plus 5 degrés. Donc ça veut dire que d'une période froide à une période chaude, c'est plus 5 degrés. Et là, on change de période. Ça veut dire que là, on est passé d'une période, la dernière période glaciaire, c'est fini, à peu près 20 000 ans. On est passé à une période plutôt chaude, tant mieux, c'est ce qui a permis la révolution néolithique, de pouvoir simplement faire de l'agriculture, etc. Alors ça se fait pas en un siècle, ça se fait sur 10 ou 15 000 ans. Donc on est passé d'une période froide à une période chaude, en 10-15 000 ans, plus 5 degrés. Et là, en l'espace d'un siècle, on va reprendre plus 5 degrés. C'est ça en fait, ce changement climatique, et là on est vraiment dans du dérèglement climatique, tout simplement parce qu'on émet d'énormes quantités de gaz à effet de serre, et ce qui se produit d'habitude, normalement, à travers beaucoup de paramètres, c'est assez complexe, l'orbite de la Terre, etc., ce qui se fait sur des milliers ou des dizaines de milliers d'années, là on va le faire sur un siècle. Et la dernière fois que ça s'est fait, il n'y avait pas grand monde sur la planète Terre, aujourd'hui on est plus de 7 000 ans. Voilà, c'est vraiment ça la grande différence. Et aujourd'hui, donc, on dérègle l'atmosphère en fait, en émettant d'énormes quantités de gaz à effet de serre dans une toute petite couche en fait, qui est la troposphère. La planète, c'est 13 000 km de diamètre, et l'atmosphère, qui est la troposphère, la première couche, les 10 premiers kilomètres, c'est simplement 10 km justement. 13 000 km, et dans ces 10 petits kilomètres, on injecte d'énormes quantités de gaz à effet de serre, donc ça fait vraiment double ou triple couche, et ça garde la température près de la surface. Et c'est ce qu'on observe, les 8 dizaines de degrés, c'est dans cette petite couche. Et au-delà d'ailleurs, dans la couche supérieure, entre 10 et 50 km d'altitude, on a plutôt un refroidissement. Où il y a la couche d'ozone, justement, ça perturbe aussi toute la couche d'ozone, c'est encore un gros problème là-dessus. Donc c'est vraiment un dérèglement climatique à travers, on le sait tous, nos émissions de gaz à effet de serre. On émet à peu près 50 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Tous ensemble, que ce soit en Chine, aux États-Unis, Kiribati, les Inuits, 50 milliards de tonnes de gaz à effet de serre. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est pas sur une réduction. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez de combien il faut qu'on réduise nos émissions en 2050. Je vais prendre les copies. Divisé par 3. Voilà, divisé par 3 en 2050, et surtout garder en tête le zéro. Il faut qu'on soit à zéro émission, ou qu'on arrive à stocker, à séquestrer du carbone derrière. Donc il va falloir qu'on baisse nos émissions et puis qu'on le stocke peut-être sous terre, je ne sais pas. On prend à zéro. Et aujourd'hui, on n'est pas sur une réduction de nos émissions, on n'est pas sur une stabilisation, on n'est même pas sur une augmentation. On est sur une augmentation accélérée de nos émissions de gaz à effet de serre. Dans les années 70 à 2000, on augmentait d'environ, j'enlève les virgules, d'environ 1% par an en moyenne sur la planète. Sur la dernière décennie, malgré la crise financière économique
que vous voulez, ça augmente de 2% par an. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus et ça va pas vraiment dans le bon sens. Donc voilà, on a tout à faire justement et c'est ce qui est fabuleux, c'est pour ça aussi qu'on se bat sur l'aspect climatique et énergétique, c'est qu'on a tout à faire, quoi. On a tout à mener et ça c'est fabuleux, qu'on a tout à créer, on a tout à inventer, on a un autre monde à inventer. Vas-y. Donc oui, effectivement, essayons de ne pas parler que du réchauffement. Bien sûr, même quand on parle de la COP21, on dit qu'il faut limiter à 2 degrés, mais 2 degrés, c'est qu'un aspect du changement climatique. On pourrait parler des précipitations. Par exemple, j'étais en Amazonie. En Amazonie, on a une baisse aussi des précipitations, qui est due au dérèglement climatique, à la modification de l'atmosphère, de la diversité biologique sur l'Amazonie, et puis également de la température sur l'océan Atlantique. Et tout ça fait que ça modifie les précipitations. Il y a la montée du niveau de l'océan, il y a les cyclones aussi qui font partie du climat. Il n'y aura pas forcément, les scientifiques nous disent qu'il n'y aura pas forcément plus de cyclones, mais des cyclones qui devraient être beaucoup plus forts en fait. C'est ce qu'on commence à voir parce qu'il y aura plus d'énergie, une température plus chaude, et ça va doper le cycle hydrologique, donc des cyclones beaucoup plus forts. Là aussi, pour nous, l'île d'Abo, l'Isère, c'est plutôt bien. Moi, je suis assez souvent à l'île de la Réunion. Pour eux, les cyclones, ça les fait pas vraiment rire, quoi. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est dû. Donc, c'est toutes ces variables climatiques qui font qu'il y a un changement climatique qui est dû à l'activité humaine anthropique. Donc, c'est vraiment du dérèglement climatique. Et si, par contre, hors activité humaine, ça veut dire que si nous, finalement, on n'avait pas été là, je vous ai dit qu'on est passé d'une période glaciaire à une période interglaciaire, donc chaude. Si on n'était pas là, on serait revenu une période froide. Donc ça, c'est pas dans un siècle, parce qu'on alterne période froide, période chaude, période froide, période chaude, en tout cas sur le dernier million d'années. Et donc ça veut dire qu'on reviendra naturellement vers une période froide. On reviendrait, j'allais dire, sur une période froide si on n'était pas là. Alors c'est pas dans un siècle ou deux, c'est dans plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'années, sans doute 15-20 000 ans. Donc dans 20 000 ans, si on n'était pas là, ça reviendrait sur une période froide, moins 5 degrés, etc. Par contre, on sait pas, on fait subir un processus inédit à la planète Terre, on ne sait pas comment on va réagir et jusqu'à quel stade on va amplifier ce dérèglement climatique. Donc là, on fait quelque chose qui, voilà, sur la Terre, dans sa réalité, on n'est pas sur les ordinateurs, on peut réinitialiser, on peut modifier. Là, on teste, on vit cette expérience en direct. Juste sur le bouton rouge et puis ça s'allume là. Par contre, il faut penser à l'éteindre si vous pouvez aussi. Merci. Oui, j'ai suivi un petit peu la COP21, qui est quand même un gros succès, parce que les premiers articles ont été pris à la lettre immédiatement après, c'est-à-dire ne pas faire des Paris-Dakar, ne pas transporter de neige en hélicoptère, ne pas, c'était l'article 3 je crois, ne pas dépenser plus qu'il ne faut pour Noël en gâchis incroyables. Et donc j'ai l'impression que le monsieur de l'Éthiopie qu'on a vu dans le film, il a parfaitement raison, c'est Dieu qui veut tous ces dérèglements. Et en l'occurrence, le Dieu pour moi c'est le Dieu de notre société libérale, qui veut qu'on dépense et qu'on gaspille et qu'on consomme toutes sortes de choses d'une façon complètement insensée. Je voulais avoir votre avis sur la possibilité ou votre espérance de pouvoir inverser la politique qui fait que les pays riches consomment énormément et dans ces pays, il y a des milliardaires qui prennent tout le profit et toute la sève, je dirais, à la fois de l'humanité et de la planète. Et donc, quel est pour vous l'espoir d'inverser en fait cette logique pour pouvoir, disons, vivre raisonnablement, être solidaire de tous ces peuples qui risquent de disparaître dans les décennies, et un peu finalement penser aussi à nous, parce que quand les problèmes seront en Afrique, en Asie et partout dans le monde, ça forcément arrivera vers les pays privilégiés que nous sommes.
Merci. Très beau, non, mais c'est très juste ce que vous dites, voilà, c'est vraiment très juste. Et plein de choses à dire. Déjà, la première chose, c'est très juste que vous dites que ça va venir chez nous. En fait, on se sent un peu isolé, on se sent un peu protégé, j'allais dire, de ce qui se passe ailleurs. Et finalement, on est sur la même planète, on est à côté de l'Irak, on est à côté de la Syrie, on est à côté de l'Éthiopie. On voit ce qui se passe, pour faire le parallèle, il y a encore eu un attentat aujourd'hui, enfin quelqu'un qui est venu, c'est encore assez compliqué. À Paris, quelqu'un qui a voulu attaquer, je ne sais pas si vous avez vu, la gendarmerie, etc. Mais tout ça, ça nous paraissait très loin, tout ça aussi. Les attentats, c'est tous les jours en Irak. Tous les jours. Tous les jours. Je me dis que les enfants qui naissent en Irak, c'est terrible, quoi. Et nous, ça nous arrive, et on se disait, oh, l'Irak c'est très loin, la Syrie c'est très loin, et finalement, les migrants qui viennent de Syrie, avec raison, parce que c'est impossible de vivre là-bas, ils sont chez nous, ils sont en Europe, il va falloir les accueillir. Donc finalement, ça paraissait très loin, et maintenant, c'est aussi chez nous. L'Éthiopie, ça nous paraît très loin. On part ce soir, demain midi, on est chez Satou, en Éthiopie. Et ces personnes-là, au bout d'un moment, si j'imagine la vie autour de ce petit point d'eau, aujourd'hui, ils mangent qu'une fois par jour. Moi, je m'en suis toujours pas remis. On en parlait avec tout à l'heure en mangeant. Ça a touché l'homme. Quand on vit quelques semaines avec lui, on en revient transformé. Je suis revenu justement juste avant Noël, il y a quelques années. Donc, quand on revient de l'Éthiopie, on fait quelques heures d'avion et qu'on vient dans sa famille. Mais j'ai une famille ouvrière, lambda, j'allais dire. Mes grands-parents sont agriculteurs, mes parents sont ouvriers. N'empêche que j'ai une fille, il y a des cadeaux, on mange bien, etc. On se dit, il y a quand même un décalage et ça interpelle sur l'alimentation, sur l'agriculture, simplement aussi sur le bonheur, sur tout ça. Et ce qui va se passer en Éthiopie, c'est, on l'a vu déjà, hausse des températures, 1,3 degrés en 40 ans, augmentation des sécheresses. Je me demande ce qui va se passer autour de ce point d'eau dans les décennies qui viennent, avec un dérèglement qui va s'accentuer, avec une hausse démographique dont on ne parle pas non plus. J'ai fait des articles, si vous tapez mon prénom nom sur internet, j'ai fait des articles sur Le Point. Vous allez voir toute une série d'articles entre septembre et décembre. Et un article était sur la démographie. En Éthiopie, c'est 2 fois plus de personnes en 2050, dans 35 ans. Donc on se dit qu'autour de ce point d'eau, avec le dérèglement climatique et 2 fois plus de personnes, ça va être assez tendu. Ça va être assez compliqué tout simplement de vivre. Ça veut dire que ces personnes-là, ils vont partir, ils vont aller sur les hauts plateaux, ils vont aller dans leur pays, dans les pays limitrophes, au Kenya, en Somalie, au Soudan du Sud. On n'en parle pas, c'est dramatique aussi ce qui se passe là-bas. Tout le monde s'en fiche. Voilà. Et la vie de Satou, tout le monde s'en fiche. Voilà. Qui meurt, il meurt, il vit, mais il n'intéresse personne. Par contre, là, on va être dans les grandes migrations qui ont déjà commencé et qui vont s'accentuer. L'ONU nous dit qu'en 2050, là, à peu près, on est à 30 millions de personnes qui se déplacent essentiellement dans leur pays pour fuir les aspects climatiques, environnementaux, etc. L'ONU estime à 250 millions de personnes, peu importe le chiffre, ce sera peut-être moins, ce sera peut-être plus, peu importe, mais ça donne une tendance. C'est du facteur 10 dans 35 ans. Forcément, parce que ça va impacter les cyclones, monter le niveau des océans, ça va modifier l'agriculture, je vous en parlais. On va connaître une baisse des rendements agricoles, des principales céréales, riz, maïs, blé, au fil du siècle, avec une hausse de la demande. Donc ça va être assez tendu, tout simplement pour la paix. Est-ce qu'on va pouvoir tenir la paix sur cette planète ? Et ça, c'est un point important. Et pour revenir à l'autre point important qui est la COP21, alors, la COP21, je pense que vous avez tous suivi ça, les 40 000 personnes, les dirigeants qui sont réunis à Paris pour la 21e conférence. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la 21e conférence. Donc ça fait 21 ans qu'on a déjà passé à l'action, commencé à résoudre ce problème. Alors c'est un vrai succès. Si on regarde, si on retient finalement les vidéos télévisées, etc., on retient que le succès. Et c'est vrai que c'est un vrai succès pour la diplomatie française, ça ne faut pas le nier. Ils ont réussi à faire signer 195 États, dont Kiribati, dont l'Éthiopie, dont le Bangladesh, dont le Canada, dont la Chine, dont tout le monde a signé.
signer cet accord. Donc ça, c'est une vraie prouesse diplomatique, politique. Ça, c'est un début de gouvernance, vraiment un début de gouvernance mondiale sur le climat. Après, c'est un échec climatique. Vous avez raison, voilà. Ça veut dire que maintenant, c'est place aux actes, et le Dakar, et nos sociétés de consommation, et la recherche de la croissance durable qui ne viendra pas. Donc, on s'est levé, et quand je regarde, j'ai fait un post comme ça sur mon Facebook et sur Le Pont aussi, on m'a dit, dans 20 ans, est-ce que ça aura changé? J'ai pas l'impression, quoi. J'ai pas l'impression. Et ce qui est derrière cette COP21, c'est un échec climatique. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il faut essayer de ne pas dépasser les 2 degrés. Donc ça, c'est dans l'accord, hein. C'est un objectif de l'accord. Hein. Essayer nettement en dessous de 2 degrés, et si possible être à 1,5 degré. Mais ça, c'est du texte. On sait très bien aujourd'hui que 1,5 degré, c'est impossible de l'avoir. Impossible. Si on arrive déjà à ne pas dépasser les 2 degrés, à diviser par 3 et être à 0 en 2100, ce sera une prouesse. Et aujourd'hui, c'est un échec climatique, tout simplement parce qu'on est sur une tendance de 3 degrés. Si on fait le bilan de tous les engagements des pays, ça nous mène à 3 degrés. S'ils respectent leurs engagements, il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune sanction. Chaque pays peut sortir de l'accord au bout de 3 ans, en disant, voilà, moi je sors, ça ne m'intéresse plus, et je sors. Donc ça veut dire que le cadre est bon, oui, on veut viser 2 degrés, maintenant c'est place aux actes. Place aux actes à tous les niveaux, au niveau citoyen, au niveau des agglos, par exemple la CAPI. Est-ce que la CAPI se projette 0 carbone? Est-ce que mon agglomération de Grenoble se projette 0 carbone? Il faut avoir cette vision-là maintenant. Est-ce que l'habitat 0 carbone, la mobilité 0 carbone? Et puis voilà, tout ce qui va avec, voilà, il va falloir changer aussi la vision qu'ont beaucoup de nos élus, pas tous, hein, j'ai des élus formidables, partout en France, il y a des élus qui se bagarrent, qui ont compris ce qui se passait et qui se bagarrent. C'est pas facile avec la baisse des dotations aussi, c'est pas simple, mais beaucoup d'élus n'ont pas compris ce qui se passait. Ça veut dire qu'ils sont toujours dans le mythe de la croissance, dans un modèle du XXe siècle. On va essayer, par exemple, qu'on voit le modèle essence-diesel, par exemple. On était sur l'essence, on est passé sur le diesel, et puis maintenant on se dit, ah bah tiens, il y a 40 000 morts en France, on va revenir sur l'essence. Mais ça, c'est un modèle qui est périmé. Ça veut dire qu'on ne va pas revenir à l'essence. Il va falloir aller sur d'autres types de mobilité. Peut-être faire du télétravail, les bus, les vélos, avoir des véhicules, parce que des fois on ne peut pas faire autrement. Donc il va falloir des véhicules sans doute électriques pour des petites distances, 100-200 km, et puis des véhicules gaz renouvelables pour aller plus loin, notamment voilà, sur la CAPI où c'est très étendu, on ne peut pas se passer de voiture. Donc ça veut dire que ça c'est à réinventer, quoi. Et pour beaucoup d'élus, le changement climatique, on l'a vu par exemple avec François Hollande avant, il avait eu une occasion unique, par exemple François Hollande, par exemple d'aller sur l'éducation. On n'a pas été informé du changement climatique. Qu'est-ce qu'on nous a expliqué du changement climatique cette année? Les médias, ça les intéresse peu. Moi j'ai travaillé pour Le Point, ils m'ont dit, nous on n'en parlera pas de toute façon hein, du changement climatique lors de la COP 21, parce qu'elle est régionale. On préfère faire des couvertures avec le Front National, on vend beaucoup plus. Et ils ont raison, c'est leur gagne-pain, voilà, ils font ça. Le changement climatique, ça n'intéresse personne. Donc voilà, on a un monde nouveau à inventer, et par contre c'est à nous aussi de pousser, c'est-à-dire qu'à un certain moment, j'aime bien l'image des Podemos, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les Podemos en Espagne qui ont pris en partie le pouvoir. J'ai pas trop suivi dernièrement qui a pris la tête du gouvernement, mais les Podemos sont dans le gouvernement, c'était des citoyens en fait comme vous et moi, il y a quelques années, et puis ils se sont dit il faut qu'on agisse. Et ils ont sorti un livre d'ailleurs dans la même édition que chez Indigène, et ils commencent le livre en disant on en a marre d'en avoir marre. Et ils se sont dit on en a marre d'en avoir marre. Et donc ils ont monté une partie, un collectif associatif, et puis maintenant ils sont au pouvoir, et ils essaient de modifier les choses. Donc c'est peut-être à nous aussi de bouger à tous les niveaux pour modifier la société, et aux élus aussi ici d'être performants. Parce que si l'ACAPI n'arrive pas à tendre à réduire ses émissions de gaz à effet de serre et à se préparer à changement climatique, c'est un territoire qui va être derrière les autres. Ça va être excessivement compliqué de vivre sur ces territoires. Donc c'est voilà,
On a tout à faire en tout cas, c'est sûr. Et j'ai pas l'impression, pour finir juste là-dessus, je suis comme vous, j'ai pas l'impression, derrière la COP21, on a l'impression que c'était la grande fête, un grand succès, puis on a l'impression que tout va être révolutionné. Et bien quand on ouvre les volets le lendemain matin, on voit que pas grand-chose a évolué. Donc c'est à nous à faire pression et à nous bouger à tous les niveaux. C'est par exemple au niveau scolaire. Moi j'en ai marre d'en avoir marre. Donc à partir de la semaine prochaine, je lance un gros projet où je vais chercher des territoires pilotes au niveau national pour faire de l'éducation au développement durable sur le changement climatique, donner mon livre, mon film à 3000 établissements en France. Et je vais chercher 2 établissements pilotes en Isère, et je vais faire ça partout pour commencer simplement l'éducation au développement durable à tous ceux qui arrivent, la nouvelle génération, les 6, 8, 18 ans qui vont arriver ils vont voter, ils vont consommer, et c'est eux aussi qu'il faut être là, il faut travailler avec eux. Donc voilà, sur tous les secteurs, il faut qu'on se bouge. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement rester passif. Je pense qu'on ne peut pas simplement rester spectateur à nos niveaux. Ça peut passer simplement par une modification de son mode de vie, manger un peu différemment, faire ce qu'on peut à notre niveau, sans être exemplaire. Je ne suis pas exemplaire non plus. Et en tout cas, il va falloir chacun à son niveau qu'on soit acteur aujourd'hui, parce qu'on n'est pas sur un problème mineur. Voilà, c'est sérieux le changement climatique, il va falloir qu'on s'implique. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit concernant le point. Vous êtes où? Je suis là. Bonjour. Merci beaucoup pour moi, j'ai souvenir de quelques années d'Al Gore et de son documentaire avec Derek Equivalent. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y avait c'était vraiment très visible, on en parlait beaucoup. Vraiment, je sais ça après. Donc du réchauffement climatique, bien sûr. Et puis c'est tombé. Voilà, donc c'est l'impression que j'ai. Oui, j'ai la même impression que vous en fait. On a la même impression, c'est-à-dire qu'il y a eu c'est monté en puissance, il y a eu le film d'Al Gore, VT qui dérange, il y a eu Nicolas Hulot aussi, le syndrome du Titanic, ces périodes 2005-2006. Et puis derrière, c'est assez retombé, il y a eu l'échec de Copenhague en 2009, qui s'est resté un peu derrière. Et effectivement, il ne se passe pas grand-chose au niveau médiatique, j'ai l'impression, on parle toujours un peu des mêmes choses. On n'explique pas en détail ce que ça représente le changement climatique. C'est vrai que ça peut faire peur aussi, quand on explique réellement, comme dans beaucoup de domaines, comme Daesh ou comme tout ça, mais des fois il vaut mieux pas creuser pour savoir ce qu'il y a derrière. Et le changement climatique, c'est ça aussi. Mais il se passe, après, le bon côté, c'est que, on en parle quand même, au niveau de la COP21, il y a quand même eu des émissions dessus. Par exemple, ce que j'ai fait sur Le Point, je pense qu'il n'y aurait pas eu la COP21, je n'aurais pas pu faire ça. Et ça a pu toucher quelques personnes. Même au niveau des élus, souvent on tape aussi beaucoup sur les élus, mais il y a beaucoup de plans climat qui sont mis en place. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites, j'en suis sûr. Si on nous disait ce qui était fait au niveau de la CAPI pour économiser l'énergie, on serait sans doute surpris, parce qu'il manque sans doute de communication aussi sur ce qui est fait. Donc il va falloir que nos élus ils communiquent, qu'ils valorisent aussi ce qui est fait, par exemple sur l'éclairage. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans les agglomérations sur l'éclairage, sur les bâtiments, sur l'isolation. Voilà, c'est pas encore à la hauteur pour être à zéro carbone. La route est très longue. Mais voilà, nos élus, une baisse d'imitation. Moi j'ai une Grenoble aussi, Rick Piolle qui est élu a du mal parce qu'il y a une baisse d'imitation. Il va falloir aussi que ça vienne. Souvent on a des débats, j'ai eu des débats avec beaucoup de personnes cette année, souvent on a des débats entre qui doit agir finalement en priorité. Souvent on nous dit que ça vient par la base, si on est le 1 plus 1 plus 1 plus 1, si on est 65 millions, on va y arriver. Moi, je ne le pense pas, en fait. Je suis peut-être trop pessimiste, mais je pense que bien sûr, c'est le fondamental d'essayer de travailler sur notre empreinte carbone, évoluer, voilà, sur les transports, sur plein de choses. Ça, c'est la base. Et je pense que ça ne peut venir, cette transition vers une société bas carbone, zéro carbone, du plus haut niveau, en fait. Du haut de la pyramide qui va devoir imposer, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas capable. Voilà, si vous avez un peu d'argent, vous faites un voyage, voilà, on vit qu'une fois. Moi j'ai 40 ans, dans 30 ans je serai peut-être plus là, donc on essaie d'en profiter. On a une voiture, on ne peut pas faire autrement. Tout le monde n'a pas l'argent, se payer des panneaux solaires, modifier sa consommation, de la connaissance, tout ça. Donc oui, ça va avancer au niveau citoyen, mais soit il faut des collectifs très forts de citoyens pour imposer ça, soit ça va devoir venir justement du plus haut niveau. Voilà, qu'on nous impose véritablement cette transition énergétique, peut-être avec des taxes justement, qu'on valorise
les efforts ou les personnes qui vont dans la bonne direction, et puis qu'on tape avec une certaine taxe carbone sans doute. Par exemple, au niveau de la COP21, il y a le mot taxe financière qui est apparu. Alors c'est très vague, hein, il faudra sans doute passer par des solutions de taxation du carbone. Mais à très court terme, ça va sans doute passer par là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le carbone, il n'a pas de coût. Ça passe, et ce sont des externalités du système. Finalement, qu'on émette ou pas, ça n'a pas de coût. C'est un coût en termes de dérèglement climatique, parce que ça modifie déjà la vie des gens chez nous. Les stations de ski chez nous, est-ce qu'elles vont durer, notre vie en été, et surtout la vie de Satou, et la vie de Nipa, et la vie de ces personnes-là. Donc il va falloir que ce coût permette de s'adapter d'une certaine façon à ce dérèglement climatique. Et dans la COP21, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est, alors il y a plein de choses là-dedans, mais l'idée c'est de sortir aussi un fonds vert qui est de 100 milliards de dollars, qu'on devrait sortir à partir de 2020, donc là aussi c'est dans l'accord, un fonds vert payé, abondé par les pays du Nord, à destination des pays du Sud, Satou, Bangladesh, etc., pour qu'ils puissent s'adapter aussi. Donc là, c'est une bonne chose que ce soit dans l'accord. Par contre, là aussi, tout est flou en fait. Ça veut dire qu'il faut sortir 100 milliards, que ce soit un plancher pour 2025, mais on ne sait pas qui va payer, comment, à quelle destination, est-ce que c'est pour l'adaptation, est-ce que c'est pour une modification de l'économie de ces pays. C'est très vague, donc ça veut dire que dans l'accord, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, mais il n'y a rien réellement de concret, il n'y a rien d'obligatoire. Donc maintenant, c'est place aux actes. Voilà. On a la trajectoire, on a le cap qui est fabuleux dans cette COP21, c'est vraiment un vrai succès. On a ce cap, maintenant c'est place aux actes sur nos territoires, les citoyens et les États pour faire cette transition. Concernant les actes, Voilà. concernant les... Allumez votre micro si vous voulez. Concernant les il y a actes, quelqu'un devant qui a allumé. Allez-y. oui, concernant les actes, s'il vous plaît, j'ai cru comprendre que dans la préparation de la COP21, chaque pays devait arriver avec une feuille de route en s'engageant sur un certain nombre d'actions par rapport à sa situation, à son environnement, etc. Bon, une parenthèse, si 195 pays ont signé, je pense que c'est parce qu'il n'y a vraisemblablement pas grand-chose dans l'accord, si ce n'est que des vœux pieux. Alors, je reviendrai sur les actes, en refermant ma parenthèse. Quels sont les actes sur lesquels la France s'est engagée? Est-ce que vous pourriez nous donner les 5 points les plus importants qui correspondent à des actions? Parce que là, à vous entendre, on a l'impression que ça va être laissé à la volonté de tout un chacun. Il y en a un qui va faire ceci, l'autre qui va faire cela, et c'est un peu n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont être plus structurées? Alors bien sûr, ça va être plus structuré, mais on ne peut pas imposer un État. Se dire qu'un État est arrivé à la COP21 avec des chiffres. Par exemple, la France est arrivée avec un chiffre de moins 40% en 2030. Donc c'est l'engagement français pour la COP21 qui est l'engagement de l'Union européenne. Et la France s'est engagée aussi dans la loi de transition énergétique à réduire par un facteur 4 nos émissions de gaz à effet de serre, le fameux facteur 4, moins 75% en 2050. Donc ça c'est des objectifs, et derrière ces objectifs, il faut des trajectoires. Et la faiblesse, par exemple, de la loi de transition énergétique, c'est qu'on ne sait pas si la trajectoire nous mène sur ces objectifs. Et on sait même que la trajectoire actuelle ne nous mène pas sur ces objectifs. Et on est sûr de la cohérence de ces objectifs avec les... Quand on agrège tous les objectifs de tous les différents pays? Alors, quand on agrège tous les objectifs de tous les pays, on arrive sur du 3 degrés. Voilà. Ça veut dire qu'on prend les 40% de la France, on prend les 18% des États-Unis, on prend le pic chinois, etc. 2030. On agrège tout ça en termes de gaz à effet de serre. On le donne aux scientifiques climatologues qui nous disent voilà ce qu'on va émettre 2030 et puis on fait poursuivre la courbe 2050 et 2100 et on nous dit voilà qu'est-ce qui se passe au niveau climatique si on envoie tout ça dans l'atmosphère. Les scientifiques nous disent si on envoie tout ça, on est entre 2,8 degrés en gros et 3,5 degrés. On est sur du 3 degrés. Et ça voilà, donc ça veut dire que c'est agrégé et après chaque État fait ce qu'il veut. Chaque État fait ce qu'il veut. On ne peut pas aller imposer à la Chine et dire non mais attendez, c'est à nous déjà d'aller valider les émissions de gaz à effet de serre d'un pays. C'est extrêmement compliqué. Vous avez vu juste avant Noël
la Chine s'était trompée d'une vingtaine de pourcents dans sa production de charbon, bah, personne n'a rien dit. Voilà, ils se sont trompés. Voilà, la mode Volkswagen, quoi. C'est comme ça. Donc maintenant, c'est chaque État de prendre ses responsabilités. Et là, au niveau français, en termes d'habitat, par exemple, ça peut être assez facile, l'habitat. On peut isoler les bâtiments, c'est pas trop compliqué. Et alors, je dis pas que c'est voilà, c'est faisable, j'allais dire. C'est plus faisable d'aller isoler les bâtiments français, isolation extérieure, réduire la consommation, etc. C'est faisable. Après, sur la mobilité, par exemple, zéro carbone dans la mobilité, c'est pas simplement ce que je disais tout à l'heure, l'essence diesel, diesel essence, c'est dire aux personnes, toute voiture c'est fini, et il va falloir changer les voitures qu'on nous aide, et peut-être justement dans la loi de transition énergétique, ce que fait Ségolène Royal, on peut être d'accord ou pas, mais par exemple mettre des points de recharge, je crois que c'est 7 millions de points au niveau national, alors c'est pas du très court terme, c'est du moyen terme, mais à moyen terme, on n'aura plus ce type de voiture. Donc peut-être qu'en préparant le moyen terme, en étant sur de l'électricité, puis derrière l'électricité, il ne faut pas être sur du charbon ou sur du nucléaire, parce que là, c'est encore... on repart sur les mêmes problèmes. Il va falloir, finalement, chaque voiture vendue, il faudrait mettre un panneau solaire derrière, voilà, mais ça, c'est à construire. Sur l'alimentation, mais ça peut aller très vite, par exemple. Je ne sais pas si, sur la CAPI, certains d'entre vous font partie, je ne sais pas si vous avez ce projet-là, des familles à énergie positive. Certains d'entre vous, en levant la main, vous faites partie du défi. Levez très haut, très haut. Voilà, 2, mais c'est pas possible. Il faut qu'il y ait tout le monde. On va le dire aux représentants de la CAPI, en fait, on aide des personnes lambda, complètement lambda, qui n'ont pas de connaissances climat-énergie, c'est prioritaire qui gère ça. Et j'ai fait mon dernier article du Point, il est là-dessus justement, sur le défi des familles énergie positive. On aide des personnes qu'on recrute au mois de novembre, et pendant toute la saison hivernale, et c'est pas prise de tête, hein, le but c'est pas des extrémismes climatiques, énergétiques, simplement sans se prendre la tête, comprendre ce qu'on consomme, et essayer sur les 6 mois entre novembre, puis ça finit vers avril-mai, à la fin de la saison hivernale, regarder combien on a pu économiser au niveau facture, et puis au niveau gaz à effet de serre. Et en un hiver, on arrive en moyenne à réduire de 15-20% nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que 20% ça peut être très complexe, et à la fois ça peut être très simple. Oui, mais une fois qu'on a réduit... Je crois que quelqu'un fait partie... Pardon? Parlez très fort, hein, ou mettez votre micro. Parce que j'ai pas de micro de toute façon. On a 8 classes sur le territoire qui sont des classes à énergie positive. Déclinées de famille énergie positive et famille énergie positive. Et c'est vrai que moi je vais vous donner le sentiment de l'élu parce que tout à l'heure vous disiez sur la CAPI il y a quand même un territoire qui pose, donc on est engagé territoire à énergie positive, c'est-à-dire qu'on se projette pour produire toute l'énergie qu'on consommera en 2050 et on a des modèles qui sont viables. Mais les modèles sont que des modèles, si les êtres humains concernés par ces modèles ne se mettent pas en route, on n'y arrivera pas. Mais c'est faisable sur le territoire, c'est faisable parce qu'il y a des gisements comme les experts. Non, moi je pense que là où j'ai envie de réagir, c'est que c'est un citoyen, c'est un vous, c'est vous dire que un élu, il ne vous le dira peut-être pas officiellement, mais la seule chose qu'il aura envie, c'est d'être élu. Et donc, si on ne fait pas émerger pendant les campagnes toutes ces thématiques de développement durable, de transition énergétique, de soucis d'environnement, forcément, les élus n'en parlent pas, ils vont parler sécurité, ils vont parler économie, gestion, etc. Et du coup, c'est vrai, après, quand ça arrive, alors que sur la CAPI, il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis, en tout cas financiers, humains, il y a une grosse équipe qui travaille à justement ce type d'opération. Oui, sur les plans climat. Sur la mobilité, on a des voitures en autopartage. Et ben, c'est vrai qu'après, du coup, ce sont des opérations sur lesquelles on communique, on communique, etc. Mais ça n'a pas émergé pendant la campagne, ça n'a pas, du coup, derrière. Moi, je suis heureux ce soir, je regarde, je me dis, mais il y a un amphithéâtre plein de personnes concernées, soucieux du réchauffement, enfin du dérèglement climatique. Et pourtant, quand cette année, on a fait un appel à projet sur famille énergie positive, on n'a personne. Alors que l'année dernière, on avait du monde, et que l'année d'avant, on en avait encore plus, c'est-à-dire que ça se tasse,
Moi, je suis allé visiter la STEP, pardon, la station d'épuration, on était 3. Je suis allé à l'incinérateur, et puis quand même, là, il y a des questions à se poser sur. On a un four qui doit manger beaucoup d'ordures pour être rentable. Et nous, on est engagé dans un plan où on dit on va vers du zéro déchet, on va trier, on va faire. C'est un peu paradoxal, mais quand on visite l'incinérateur, il y a pas grand monde. C'est vrai que ça va dans les deux sens. Il y a un fossé qui se crée. Ça a été pris en compte. Il y a des opérations. Maintenant, on a fait une opération à Saint-Denis sur l'énergie en fait. Justement, on valorise les initiatives des associations sur l'alimentation, artisanaux, aussi sur des personnes, des enseignants aussi, pour des initiatives dans leur lycée, etc. Mais c'est vrai que ça ne se fait pas sans une mobilisation citoyenne. Et c'est celle-là qui est difficile à obtenir. Alors je vous dis, il y a des élections, effectivement, c'est un moment pour montrer que les citoyens sont mobilisés. Mais après, c'est vrai qu'il faut. Moi, ce que je crains surtout tout le temps, c'est le coup de massue. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on. Bon, moi j'avais déjà plus ou moins vu que ça fait partie du film, c'était prévu à Vienne. Oui, on viendra. Et du coup. Quand on prend tout ça dans la figure, il y a un moment où on est démobilisé. Alors que l'idée, c'est au contraire, c'est de se mobiliser. Moi, je n'aurais jamais pensé que je puisse faire la plupart de mes rendez-vous en vélo. Bon, ben voilà, j'ai acheté un vélo électrique, la lunette de la Capi, je l'ai fait, et j'y arrive, pas pour tout. Donc, je vais monter dans le transport pour la voiture, c'est clair. Mais j'y arrive, et je me rends compte que dans le roulant à vélo, dès que c'est la piste cyclable ou la bande cyclable est finie, et que je me retrouve sur la route, MLS quand même. Ah, voilà. Il faut sensibiliser les autres élus. Mais je sais que c'est compliqué au niveau des élus et des élus qui ont cette charge-là. Les plans climat, les questions environnementales, c'est déjà compliqué d'aller informer les autres élus qui souvent sont sur l'économique, sur d'autres choses et qui vont dans l'autre sens. Donc c'est complexe. Et puis aussi, c'est vrai, il faut. S'il n'y a pas un engouement des citoyens, bah, ça reste à plat, quoi. Donc il va falloir, nous, qu'on se mobilise et qu'on apporte aussi des projets, qu'on sente que c'est utile, que c'est important pour nous, quoi. Que c'est pas simplement un dossier à part comme ça. Et voilà, il faut se mobiliser. Par exemple, sur le défi, bah, moi je vous ai trouvé 120 personnes ce soir. Ils vont faire le défi. On ne les laissera pas sortir. Attention à ne pas culpabiliser l'effort individuel. Certes, chacun doit apporter son pierre à l'édifice, mais c'est vrai que vous parlez de dérèglement climatique. Je parlais également de dérèglement économique. Puisqu'on l'a vu chez nous, dans nos régions, c'est pas loin. C'est pas au niveau d'État, c'est au niveau d'un territoire. La Haute-Savoie a il y a longtemps orienté son économie sur l'or blanc, a désorganisé l'économie, donc il n'y avait plus d'usines. Donc on a des comportements, quelqu'un l'a évoqué ce soir, on a transféré de la neige pour que tout le monde, une minorité de personnes puissent toujours skier à tout temps. Au niveau des profils économiques également, aujourd'hui au niveau des territoires, sur notre région, on a énormément de plateformes logistiques. On va faire court parce que sinon... Les plateformes logistiques entraînent des comportements de transport. Très court, ouais. Non, oui. En tout cas, ce qui est sûr, moi je suis vraiment pas là pour culpabiliser, parce que moi le premier, j'ai un bilan carbone mauvais, mais ce qu'il faut, c'est que chacun se responsabilise, en tout cas à son niveau, et prenne conscience de ça, à son tout petit niveau. On est un individu, on émet des gaz à effet de serre, et puis au niveau de la CAPI, c'est important d'être soudés et d'avancer. Les élus, ils sont prêts à vous écouter, ils sont là pour ça, ils travaillent pour vous, donc à nous de nourrir ça. Peut-être encore une ou deux questions très vite, une ou deux. Oui, s'il vous plaît. Très court, et je réponds très court. Il y a quelqu'un devant depuis tout à l'heure. Juste le défi, c'est une très belle opportunité, je pense que vraiment... Très court, voilà. Simplement, je recommande, je témoigne. Juste que je reviens sur le film, sur le témoignage de la personne du Bangladesh. Elle faisait, elle a pris conscience de la pauvreté de son pays et elle fait appel donc, à la communauté internationale à un moment donné. Et moi je me dis que je reviens à la COP21, il n'y a pas eu à ma connaissance d'accord financier. Vous parliez de taxes, il y a eu la taxe, une ONG a proposé la taxe Tobin, de remettre sur
sur le tapis de la taxe Tobin, rien ne s'est passé. Donc s'il n'y a pas d'accord au niveau international sur le plan financier, je ne vois pas comment on peut avancer rapidement. On est dans une économie néolibérale et je pense que le problème est là. Oui, on a chacun notre effort à faire. Non, vous avez raison, ça va passer par le financier. Et c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des pays qui imaginaient cet accord COP21, qui est finalement assez faible dedans, qui nous mène vers les 3 degrés, mais ils ont signé parce qu'il y a justement de l'argent, il y a une certaine garantie financière dedans pour aider ces pays du Sud. Après, c'est justement comment on va sortir ces 100 milliards. On sait très bien que les pays ne vont pas sortir 100 milliards par an, chaque année, à partir de 2020, dans 4 ans maintenant. Donc il va falloir créer d'autres mécanismes, et sans doute des mécanismes à travers la taxe sur les transactions financières, pour que ce soit durable aussi, pour qu'on puisse aller durablement. Donc ça va être une des grandes solutions qui devrait se mettre en place. Ça a été discuté au niveau de, je crois, de 12 pays en Europe avant la COP, et ça a été d'accord. C'était volontaire aussi, et ça va passer par le financier. Juste une question, une dernière si vous voulez, puis on laisse. Je rebondis sur ce qui a été dit. En fait, le problème, c'est qu'il faut changer complètement de paradigme. On est dans une société où c'est le profit qui gouverne les dirigeants. Les décideurs, ils ont l'œil rivé sur le PIB. Voilà. Alors, résultat, on a vu Volkswagen. Volkswagen, le changement climatique, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire du profit. Il y a 2 jours aux États-Unis, il y a une usine qui a eu des problèmes, qui a lâché du méthane en quantité phénoménale. Le méthane par rapport au niveau effet de serre, le CO2, c'est du pipi de chat par rapport au méthane. Hein. Voilà. En France, on a voulu mettre l'écotaxe. Bon, on a vu ce qui s'est passé, l'écotaxe, elle a passé à la trappe parce qu'il y en a quelques-uns qui ont rouspété. Donc, moi, j'ai dit, bon, on pourrait continuer comme ça. Et si vous regardez sur... vous allez dans une grande surface, vous trouvez de la nourriture qui vient de l'autre bout du monde, alors qu'on peut la fabriquer pas loin de chez soi la même. Donc, tant qu'on ne changera pas de paradigme et qu'on sera dans ce productivisme, on a parlé d'élections. Aux élections, les partis productivistes, ils font 90% des voix. Bon, donc tant qu'on est là, on va être coincé. Hein. Alors moi, je veux bien faire des efforts dans mon coin, mais enfin, il faudrait peut-être que les décideurs nous donnent l'exemple. C'est à chacun, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à chacun. Quoi. Les décideurs ne feront pas tout seuls, et nous, on ne fera pas tout seul, et on est dans la même société, donc il va falloir qu'on le fasse. Merci à tous, on peut encore discuter un peu. Reste là, attendez. Je reste juste, je me suis mis là-haut pour dédicacer des livres. Donc nous aurons encore assez les 5 qui vaut 5 €. Et si vous avez des questions, voilà, on peut échanger. Merci à Catherine d'organiser ce type de soirée. C'est que la première soirée, il y a 3 autres soirées sur le climat. Donc toutes les questions, je les garder en tête et vous les poserez au suivant. Merci, bon